Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro du petit podcast numéro 2. Voilà, on va garder maintenant cette numérotation, vous l'avez en bas de votre écran. De quoi on va parler ce soir? Eh bien, vous l'avez peut-être vu aussi sur les réseaux, on va parler huis clos, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On sait que c'est pas tout à fait le même confinement que le premier, mais bon, quand même, c'est un peu ce qu'on nous préconise. Donc, on va parler huis clos, principalement cinéma et jeux vidéo. Je veux qu'on n'a même pas forcément recherché ailleurs, mais déjà, rien qu'avec ça, on va avoir de quoi faire. Et je suis bien évidemment avec Gauthier, la forme. Salut. Bah oui, la forme toujours. On est en train de fêter le Beaujolais nouveau. Et comme il se voit, voilà, on a pris des petits verres de Beaujolais. On a pris le petit verre. Attends, est-ce qu'on peut rééquilibrer un peu le cadre? Oui, bien sûr. Un petit peu par là, et ça va être. Donc voilà, bien. santé tout le monde. Voilà, on peut trinquer. Tout à fait. Voilà. Même si on peut pas sortir, même si on peut pas le goûter dans les bars, on va le goûter ici. Voilà, on a respecté la tradition. Et coucou Zacharia. Voilà, écoute, serre-toi un petit verre. Donc ouais, sur ce sujet du huis clos, effectivement, on va rester sur le cinéma et un petit peu dans le jeu vidéo. Juste une aparté un peu littéraire, il y a quand même un bouquin qui s'appelle Huis clos. C'est une pièce de théâtre même de Jean-Paul Sartre qui respecte totalement le principe, c'est-à-dire que tout se passe dans une pièce avec trois protagonistes, un homme et deux femmes, et en gros, l'idée c'est qu'ils sont en enfer. Ils sont enfermés tous les trois ensemble, et c'est des gens qui sont interdépendants. L'un est dépendant du jugement de l'autre, qui est dépendant du jugement du troisième, etc. Et l'idée c'est que l'enfer, c'est d'être jugé par le regard de quelqu'un d'autre en permanence. Donc, ce principe... L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, voilà. Ça vient de là. Ça vient de là. Exactement. Alors, du coup, tu me l'apprends. Voilà. Il y a eu une adaptation cinématographique dans les années 50 de cette pièce, mais enfin, c'est vraiment la pièce qui reste connue et qui reste le maître étalon, si tu veux, du genre du huis clos. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire huis clos? C'est un terme juridique, hein, les procès qui se passent à huis clos, ça veut dire à toutes portes et fenêtres fermées, donc... le public n'y assiste pas, etc. Lui, si je dis pas de bêtises, c'est un ancien mot pour une porte. Pour une porte, un volet. C'est ça. Donc effectivement, on ferme tout. Effectivement, bonsoir Frisotti, l'enfer, c'est les autres. Tu l'as dit, toi aussi, t'avais reconnu. On va parler huis clos, on va parler aussi au niveau de l'actu, on va parler Alien, un tout petit peu Predator, mais surtout Alien, puisque c'est fait partie des choses qui sont arrivé sur Amazon Prime. C'est vrai que maintenant il n'y a plus d'actu ciné, il n'y a plus de choses qui sortent au ciné, donc on parle des choses qui sortent sur les plateformes et qui sont redisponibles. Ça revient effectivement. Ça revient puisque, petite actualité, Warner Bros vient d'annoncer que Wonder Woman 1984 sortirait le 16 décembre. Alors qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle du gouvernement pour dire les cinémas vont rouvrir je sais pas quand. Dans le monde, 16 décembre. Ouais, apparemment en France en tout cas. Aux États-Unis, ils en sont où? Aux États-Unis, le film sortira aussi le 16 décembre conjointement au cinéma et sur HBO Max. Ok. Et en France, donc le 16 décembre dans les salles Wonder Woman 1984. Ce qui me fait marrer parce que ça veut dire un peu. En vrai que Warner Bros fait la loi, hein. On n'a rien à annoncer, mais eux ils sont là genre oui le 16 décembre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, hein, le 16 décembre il y aura Wonder Woman 1984. Donc a priori c'est vrai qu'on peut les croire à moins d'un mois. Exactement. Voilà. Et ça fait partie effectivement des petites choses. On pourra même vous en reparler. On a prévu d'autres thèmes aussi par rapport à ça, des petits chambardements au niveau de la chronologie des médias aussi aux États-Unis. Il y a quelque chose qui se passe. Alien en deuxième partie, et pour finir on reviendra sur The Wicker Man, qui a été le film que Gauthier m'a demandé de regarder la semaine dernière, et évidemment je lui recommanderai autre chose en échange. Et là aussi ça fait partie de l'actualité ciné, puisque dès que les cinémas vont ouvrir, The Wicker Man sera dans les cinémas dans 5 salles de cinéma à Paris. À Paris, à Lille, au Havre et à Poitiers, il me semble. Donc, si vous êtes dans ces régions-là, vous aurez le plaisir
de le découvrir sur grand écran, et je vous y incite grandement. Sûrement au Dietrich à Poitiers, qui est un très bon cinéma art et essai, que je connaissais de mes années estudiantines. Bravo. Voilà. Je vais aller voir Drive là-bas pour la petite histoire. Donc, on a commencé un petit peu à attaquer le sujet, effectivement. Le huis clos, voilà, confinement oblige, c'est un thème qui s'est posé assez rapidement. Assez naturellement, qui paraît là encore un petit peu d'actualité. Tu l'as cité, le théâtre, et c'est vrai qu'au final ça fait partie des genres. Alors le huis clos peut brasser plusieurs genres, justement, on y reviendra, c'est pas forcément un genre en soi, ça désigne vraiment le côté physique du récit qu'on va voir. Tout se passe en intérieur et dans un lieu unique. Voilà. Et c'est vrai que de base le théâtre préconise ça, la fameuse unité de temps, de lieu, où effectivement beaucoup, pas toutes évidemment, mais beaucoup de pièces de théâtre sont en fait des huis clos, qui étaient repris après par le théâtre de boulevard, le vaudeville, qui se passe limite dans une pièce, dans un appartement, dans une maison, et c'est quelque chose effectivement que le cinéma va récupérer assez vite en fait. C'est le grand challenge en fait, puisque quand le cinéma fait des adaptations de pièces de théâtre, il faut impérativement éviter l'écueil de ce qu'on appelle le théâtre filmé. Donc il faut trouver des tours de passe-passe de mise en scène, et le huis clos c'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire que tu vas être dans un seul lieu, et pour peu que ce soit juste des interactions de personnes, t'es vite tenté de faire des champs contre champs et de pas être très inventif au fait. Pour aller vite, le huis clos le plus célèbre dont on pourrait parler au cinéma, c'est sans doute, tu l'as là, c'est sans doute 12 hommes en colère. Effectivement. 12 hommes en colère, grand film. De Sidney Lumet, premier film de Sidney Lumet, c'est quoi, c'est 58 ? Un truc comme ça ? Je sais pas si je vais l'avoir sur la jaquette, mais c'est effectivement fin des années 50. 58 effectivement. Aux Oscars 58, donc 57 a priori. Non, ah allez, bravo. Et donc c'est porté par Henri Fonda, et c'est l'histoire d'un jury de procès. Là pour le coup c'est le jury qui se retrouve, les 12 membres, les 12 jurés, qui se retrouvent autour d'une table et qui doivent établir si oui ou non un jeune homme est coupable d'un meurtre ou pas. Et c'est même extrême comme huis clos, parce que c'est non seulement c'est même plus dans une maison, dans un appartement, c'est dans une pièce. C'est une pièce, ils sont autour d'une table et voilà. Et ça c'est très filou, parce que qu'est-ce que tu veux faire cinématographiquement avec ça ? C'est très compliqué. Tu vois, faut vraiment être un artiste pour arriver déjà à rendre le film un petit peu haletant, qu'il y ait du suspense et tout ça. C'est un film assez court, hein, mais voilà, il fait à peine 1h30. Oui, c'est ça, c'est 1h30. Mais même 1h30, il faut les peupler, si tu veux. Donc c'est un défi pour le scénariste, c'est un défi pour le monteur, c'est un défi pour le réalisateur, c'est un défi pour tout le monde. Et donc évidemment, ça va raconter comment 11 jurés sur 12 sont absolument certains au début du film que le petit gars est coupable et qu'il faut le condamner à mort, en gros. Le seul qui est pas d'accord, c'est Henri Fonda. Je sais même pas tant qu'il est pas d'accord, c'est pas tant genre 11 qui disent il est coupable et un qui dit innocent, c'est un qui dit moi j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Et je suis pas sûr que ce jeune homme soit coupable, et donc je suis pas sûr qu'il faille à tout prix le condamner à la peine de mort, c'est quand même ça qui risque à la base. Et alors après, le suspense, c'est est-ce qu'il va arriver à retourner tout le monde ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que tout le monde ait ce doute et commence à se poser les bonnes questions ? Surtout que, comme tu le sais, dans les 12, il y en a qui sont... Enfin, il y a des têtes de cons, quoi. Il y a des mecs qui ne veulent pas discuter du tout. Donc c'est vraiment un film à la gloire de l'art du débat, on va dire. De la rhétorique. De la rhétorique, de cette idée qui est absolument à la fois vraie et fausse, qui est que quand on a un débat, quand on parle avec quelqu'un, on va réussir à le faire changer d'avis. On a tous eu des débats, on sait que c'est très très difficile sur le moment, mais on sait aussi que les idées restent et qu'on évolue, on finit par s'écouter, quoi. Donc voilà, un exemple de huis clos absolument parfait. C'est ça, c'est que ça a été beaucoup repris justement par, tu disais c'est un terme juridique, et là on est clairement dans le film de procès, et ça se retrouve effectivement dans les genres qui peuvent se prêter assez facilement au huis clos. J'ai fait comme ça une petite liste un peu de tête. Il y a effectivement ça. Alors il y a le côté aussi, tu l'as dit, théâtre filmé, dans le sens où on adapte des pièces de théâtre qui se retrouvent donc elles-mêmes ensuite au cinéma, sous forme là encore d'un huis clos, et ça peut être de la comédie. Effectivement, tu l'as dit, le plus célèbre, en tout cas mondialement, sans doute celui-là. Peut-être qu'en France, au final, même si
ça se déroule pas exclusivement dans un appartement, mais le dîner de cons, ça fait partie des. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de très dramatique, de vraiment le film de procès juridique, qui pose des questions, etc. Et tu peux aborder la chose complètement différemment. Exactement. Sur ces comédies théâtrales qui sont adaptées au cinéma, le dîner de cons, c'est un superbe exemple parce que tout se passe dans un appartement parisien et qu'il y a très très peu, il y en a quelques-unes dans le film, mais il y a très très peu de moments en extérieur. Qu'est-ce qu'on peut citer comme ça ? Il y en a plein. Il y a le prénom, il y a la pièce de Yasmina Reza qui s'appelait Carnage, qui a été adaptée par Polanski. J'y pensais aussi. Voilà, c'est dans un appartement new-yorkais, il y a 4 personnes et puis c'est tout. Il y a un film qui va sortir en décembre ou en janvier qui s'appelle Le Discours de Laurent Tirard. Où pareil, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et en gros, c'est Benjamin Laverne dans le premier rôle qui est en train de dîner avec sa famille et il attend un texto de son ex. Il attend un texto de son ex et en parallèle, sa sœur lui demande de faire un discours à son mariage. Et donc, c'est cette espèce de double stress. C'est pas sa sœur d'ailleurs, son beau-frère qui lui demande de faire un discours à son mariage. Donc, il a la tête complètement préoccupée par le texto et s'ajoute à ça cette espèce de truc ou ce stress de devoir parler en public et de dire d'être un peu faux cul, discours de mariage. Et donc ça l'amène à faire des flashbacks et à imaginer ce que serait un discours catastrophique et tout ça. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est en rentrant dans la tête des personnages, si tu veux, pour sortir de cet espace clos. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, déjà, c'est énormément basé sur les relations entre les personnages, et pour qu'un huis clos fonctionne, je pense qu'il faut que les personnages et les dialogues soient bien écrits, c'est-à-dire que pour que tu aies des situations qui soient crédibles, faut que ça reste du cinéma, donc il faut des situations exceptionnelles, extraordinaires, mais qui reste crédible parce que ça reste un lieu qu'on connaît tous et donc tu vas pas pouvoir faire exploser un hélicoptère dans un huis clos, quoi. C'est pas... Non, effectivement, mais là c'est parce qu'on est en train de parler des huis clos qui forcent les interactions humaines, c'est-à-dire que ces pièces de théâtre sont faites pour ça, à la limite. Mais tous les huis clos ne vont pas dans cette direction-là. Ça fait partie des variations de genre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Quand on en parlait, tu citais Piège de cristal comme très bon exemple de huis clos. Ah, mais que j'ai là, d'ailleurs, que j'ai oublié. Ah oui. Tout à fait sur mon étagère, voilà, tant pis. Et c'est marrant parce que moi je l'avais jamais envisagé comme un huis clos, c'est quand tu m'en as parlé comme huis clos que je me suis dit mais c'est vrai. Et puis d'ailleurs la suite est un petit peu sur le même principe, c'est pas dans un immeuble, c'est pas dans un gratte-ciel, mais c'est dans un aéroport. Dans un aéroport, et au final même le 3 tu peux l'étendre dans le sens c'est New York, ils sont entre guillemets piégés dans New York. Après on peut étendre, en fait t'as le huis clos théorique, vraiment la définition pure, et après tu peux étendre. On va parler vite fait tout à l'heure de Predator, tu peux dire que Predator a un huis clos dans la jungle, bon. Ouais, mais là on est en train de tordre le bras au genre. C'est vrai que ça marche avec le premier Die Hard parce que la définition du huis clos c'est fenêtre et porte fermée. Donc c'est ça. Alors bonsoir à Lucie LFG déjà, bonsoir à toi. Salut. Et Frisotti, j'imagine que tu parlais du film dont tu as parlé, dont j'ai oublié le nom, qui disait c'est tiré du livre de Fab Caro. Oui, et Fab Caro qui est un BDiste, dessinateur, scénariste français qui est très très versé dans l'absurde avec j'en ai un, je crois que c'est Zai, je sais plus où il est quelque part ici, et c'est vraiment des dialogues complètement absurdes et des situations qui n'ont vraiment aucun sens, quoi. Zai qui va être adapté d'ailleurs au cinéma. Oui, effectivement, j'ai vu ça aussi, voilà. J'ai vu la bande-annonce. Il n'y a rien à voir avec un huis clos pour le coup, mais... ouais, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais des scènes en extérieur, on peut plus vraiment appeler ça un huis clos, quoi. C'est plus possible. Il y a des unités de lieu, mais elles sont pas forcément en huis clos. Et pour le coup, Die Hard, c'est ça complètement. Die Hard, ça marche mieux. Effectivement, Die Hard, à partir du moment où il rentre dans la tour, il ne peut plus sortir de la tour. C'est la définition de la trame narrative du film. Et surtout, il y a, je pense, là, pour le coup, c'est vrai que je parlais des personnages, mais au final, effectivement, contredire, pour le coup, il faut un peu, là pour le coup on est plutôt dans un genre où il faut une maîtrise de l'espace, c'est-à-dire de pouvoir poser un petit peu les enjeux au départ, et finalement l'intro de Die Hard est assez longue, elle prend vraiment le temps de montrer
le rez-de-chaussée, je sais plus quel étage eux ils sont, le 30e ou le 40e, et voilà, grosso modo tout va se passer ici, et ensuite il y a les étages supérieurs où il y a le bureau du président, et ensuite tout est en travaux jusqu'au toit. Et il y a entre tout ça des conduits, des escaliers, etc. On va prendre le temps vraiment de nous poser ça, de nous montrer là, ils posent les bombes, mais ils vont pas encore les activer, etc. Et on va vraiment avoir cette maîtrise, nous, et comprendre aussi où se situe tout le temps le personnage principal. Il y a des petits repères, si vous vous souvenez, je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc ça aide, mais il y a un moment, des posters de femmes en poil, et en gros ça lui sert de repère de ok, on est là, c'est-à-dire on est dans cet étage en construction, dans cette espèce de coulisses un peu du bâtiment, il y a la cage d'ascenseur juste à côté, et quand il revient ici, on sait ok, on sait où on est, et pour le coup on a quelque chose d'assez différent, et communique beaucoup par portable, par talkie-walkie aussi, donc... Mais c'est ça que le film fait de plus formidable, je pense, c'est d'arriver à capitaliser complètement sur l'espace de ce gratte-ciel, et sur sa verticalité, et au fait... Bruce Willis passe tout le film à monter et descendre cet immeuble, quoi. Donc, il est dans les conduits d'aération, il est dans la cage à ascenseur, il va jusqu'au toit, au toit il faut redescendre, donc il passe par l'extérieur et tout ça. Enfin, c'est un film qui est assez dingue pour ça, et qui utilise vraiment très très bien cet espace. Qui utilise bien, qui est tiré, très inspiré de La Tour Infernale, qui était le film catastrophe des années 60 avec Steve McQueen. Et même au final, on peut même combiner le côté, on disait, action avec des gros guillemets et comédie. La Tour Montparnasse infernale, finalement, c'est un peu un mélange de tout ça, avec la preuve qu'on peut faire énormément de choses. Et justement, il y a aussi un genre, pour le coup, le cinéma de genre aime bien le huis clos. Ça permet justement pour pas mal de films un petit peu fauchés, mais là encore de se rapprocher de cette unité de lieu et de maîtriser un peu ça aussi. Ça dépend, parce qu'il faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a ceux qui sont fauchés et qui transforment ça en opportunité pour faire un film, et il y a ceux où tu peux te dire que c'est clairement un cinéaste qui s'est donné un défi avec un pote, et voilà quoi. Donc en gros, pour prendre les deux archétypes, les films fauchés qui vont transformer ça en opportunité, c'est Cube. Je sais pas si t'as vu Cube, Vincenzo Natali. C'est marrant parce que Vincenzo Natali, c'est pas un génie, mais ce qu'il a fait avec Cube est assez génial. C'est-à-dire que apparemment le seul studio qu'il a pu se louer, c'est un espèce de hangar vide, un petit peu cubique, quoi. Et donc c'est une pièce unique. Et il va arriver, à travers un scénario et à travers sa mise en scène, à nous faire croire que cette pièce cubique est exactement similaire à celle qui est à côté, et à celle qui est à côté, et à celle qui est à côté, et qu'en fait, tout ça forme un espace hyper grand. Et qu'en plus, les cubes se mettent à se déplacer et tout. C'est complètement fou, alors qu'il y a évidemment qu'un seul et unique décor pendant tout le film. Et c'est une histoire c'est pour le coup une histoire d'éclairage, d'échelle de plan, de focale, et on est complètement là-dedans, quoi. C'est comment sublimer un espace qui de base qui a rien à proposer, quoi. Et puis il y a un truc scénaristique, c'est aussi un effort de scénario, mais il y a un truc scénaristique tout simple, c'est que donc chacun de ces cubes comporte un piège. En gros, il y en a quelques-uns qui n'ont pas de piège, mais l'idée c'est que chacun comporte un piège, et comme le piège est toujours différent de celui du voisin, on est bête, on se dit on n'est plus dans le même cube du coup, et on a tendance à croire que comme ça l'espace s'étend, alors que bien sûr il s'étend pas du tout. L'extrême inverse, c'est-à-dire le film pas du tout fauché mais qui va réduire l'espace au maximum, ça va être Buried, avec Ryan Reynolds, l'histoire de soldats qui se réveillent enterrés vivants dans un cercueil. On peut pas faire plus huis clos que ça pour le coup. Hein. Donc le mec il est entre quatre planches, et pendant 1h30, pendant tout le film, il est entre ces 4 planches, et donc on va essayer de le filmer de manière complètement exiguë et tout, et de lui faire vivre des trucs. Il faut qu'il y ait des péripéties. Je crois qu'on voit que lui à l'écran pendant tout le film. Absolument. Il est vraiment seul. Alors il y a peut-être une voix, voix de quelqu'un d'autre. Déjà il a un téléphone portable. Il est au téléphone. Je sais plus si c'est. Il y a une vidéo. À un moment il regarde une vidéo, donc il y a peut-être un autre acteur qui a été payé sur le film. Mais c'est ça. C'est vraiment c'est Ryan Reynolds tout le film. C'est incroyable. C'est le trip pour le coup de scénariste. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui faire faire. Donc à un moment il se passe des choses. On vous le spoile pas. J'en permets juste pour dire bonsoir à Jacques Ayra et Trader BNP. Salut. Servez-vous un petit verre de Beaujolais.
Il est pas meilleur que les autres années, On peut pas- il est pas moins bon non plus. Ne vous inquiétez pas. C'est des collègues, normalement on se fait la soirée au taf tous les ans, il y a la soirée Beaujolais, souvent avec une bonne grosse raclette avec du très bon fromage. Et là on peut pas se faire ça, mais écoute, tant pis, on fait ça. J'adore parce que on fait ça à distance. chaque année, tout le monde me répète à quel point c'est mauvais, qu'il faut pas en boire et tout. Et chaque année, mais surtout moi, je mets un point d'honneur à dire c'est la soirée du Beaujolais, j'en ai rien à foutre, on va en boire. C'est exactement ça. Et j'avais une anecdote un peu nulle, mais enfin, je sais pas, ça m'a marqué sur ce film Buried. Je l'ai vu bien plus tard, mais au moment où c'est sorti, il y avait un trailer qui avait été fait, un trailer interactif, ce qui était quand même une nouveauté à l'époque, je crois le film de 2010. Donc voilà. Ouais. On n'était pas non plus à fond tous sur Twitter, etc. Et il y avait vraiment, tu regardais le trailer, et donc effectivement il se réveille dans ce cercueil, il a un portable, je sais plus si c'est le sien ou s'il le trouve, etc. Et donc en fait tu pouvais faire en sorte, tu pouvais taper un numéro de portable et faire en sorte que Ryan Reynolds t'appelle. Et ah oui, mais oui. J'ai vu ça sur Allociné, et effectivement il te demandait qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois prendre le couteau, est-ce que je dois taper sur le truc, machin. Et en fait t'avais deux choix possibles, et ensuite en fonction de ce que tu lui disais, le trailer continuait avec un des deux choix, etc. Et je me souviens avoir été surpris quand le téléphone a sonné alors que je venais de rentrer mon numéro de téléphone, et c'est après coup, genre plusieurs jours après, je me suis dit merde, j'ai été con, j'aurais dû mettre le portable d'un pote, et d'avoir un mec qui l'appelle et qui lui fait hey, qu'est-ce que je fais mec, je suis enfermé, aide-moi et tout. Tu comprends pas ce qui se passe. C'était une super idée, je trouve. Honnêtement, sur ces deux films, je pense que Cube doit dater de 98, un truc comme ça, dans mon souvenir, et donc Buried, tu l'as dit, 2010. Sur ces deux films, je trouve que Cube réussit un truc assez formidable, c'est que le scénario de Cube, moi, me tient jusqu'au bout, alors qu'il n'y a aucun intérêt. Ce sont, je sais plus, une dizaine de personnes qui se réveillent dans un cube, qui ne savent pas pourquoi elles sont là, ils ne savent pas comment il faut sortir, et qui vont se faire donc décimer une à une pour sortir de cet espace complètement théorique, au fait. Un espace qui n'a aucune raison d'être. Et ça rejoint enfin voilà, c'est un peu... Ça rejoint tous les films high concept, enfin tout ça c'est un peu ça, Cube, Buried, là récemment il y a eu la plateforme sur Netflix, que je vous déconseille complètement, mais c'est un peu le même principe avec des mecs qui sont là 2 par 2 par étage et une plateforme qui descend avec de la bouffe. Sauf que dans Cube, ce truc high concept marche vraiment bien parce que ils se mettent à trouver des solutions qui sont pas aberrantes. C'est-à-dire même donc ils réfléchissent collectivement sur comment on va se sortir de là vivant, comment on va traverser un autre cube, survivre au piège, etc. Et ce faisant, ils se plantent. Il y a un moment où ils sont persuadés que, comme il y a des petits chiffres marqués sur chaque porte, il faut aller sur tous les nombres premiers, et puis ça marche pas. Ils perdent un gars à cause de cette réflexion-là. Donc ils partent sur une autre piste, ils font des jeux de mathématiques, et pour finir, ils s'en sortent grâce aux maths. Pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que le film se tient. Alors que Buried, une fois qu'il a passé un coup de fil, une fois qu'il a perdu sa lampe, une fois qu'il a appelé au secours... Il y a un scorpion, il y a de l'eau... Il y a un moment, il y a un serpent qui rentre dedans, tu vois, c'est débile, tu te dis, mais bon... tu sens que les mecs, ils sont en train de gratter, parce qu'il y a Michel qui a parié qu'il ferait un film dans un cercueil, alors ils sont là, qu'est-ce qui pourrait lui arriver, je sais pas, imagine, je sais pas, il y a un serpent qui rentre dans le truc, bon, alors on fait 10 minutes sur le serpent et tout, c'est un peu artificiel. Ouais, c'est sympa. C'est encore une fois la limite de ces trucs-là, et c'est ce qui peut aussi un peu se produire, je trouve, dans les un peu théâtre filmé, qui est pas forcément lié que au huis clos, mais c'est où on va rallonger certains dialogues, on va rallonger certains trucs pour allonger un petit peu la durée de vie. Qu'est-ce qu'on avait noté, et au final, peut-être pour clore avec le cinéma et passer après sur le jeu vidéo, moi il y avait un film de mon enfance que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais Panic Room de Fincher aussi, qui fonctionne assez bien en termes de film pour le coup c'est un film de casse complètement, et parce que c'est un home invasion, donc un genre encore une fois très lié au film de genre, où effectivement c'est des gens qui rentrent chez toi et qui veulent ou te tuer ou voler des trucs, ou voilà, là en l'occurrence effectivement ils veulent je sais plus ce qu'ils ont à récupérer dans cette panic room, donc une chambre de sécurité, c'est-à-dire un truc très américain encore une fois, ou une pièce où tu peux te renfermer et qui est censée être inviolable, où personne peut rentrer, et voilà, où tu caches des choses très précieuses, et toi aussi par la même occasion quand vraiment ça tourne mal. Et pour le coup c'est encore une fois un gros trip de mise en scène, où effectivement dès le début, je crois que c'est le générique, il y a Fincher qui se réapproprie la caméra, qui fait un truc, alors je sais pas comment ça a vieilli, parce que c'est quand même pas mal de l'imagerie 3D, avec la caméra qui n'existe plus, c'est-à-dire qui se balade à travers
les trous de la serrure qui va passer entre je sais plus quel élément de la cuisine. Dans l'anse d'une tasse à un moment. Ouais, voilà, c'est super. En fait, il y a des passages en 3D au milieu qui font le lien entre des vrais passages où on filme genre les cambrioleurs qui tout d'un coup ils essayent de rentrer par la porte de devant et puis la caméra va se balader dans la maison et va aller à la porte de derrière puis sur le Velux, etc. Et encore une fois ça nous permet de nous présenter l'espace, ce qui est capital pour bien comprendre les enjeux dans ce genre de film, quoi. C'est un immense film sur la claustrophobie, Panic Room, parce que donc c'est une mère et sa fille qui vivent dans une nouvelle maison. Et cette maison très luxueuse de New York, il me semble, ou je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était New York, va être cambriolée par 3 mecs. Donc, comme il y a un gros casting en plus. Ouais, il y a Forest Whitaker, il y a Jared Leto, il y a la fille... Le premier rôle de Kristen Stewart, je crois. Ouais, Kristen Stewart, Jodie Foster, tout ça. Et donc, c'est déjà un huis clos dans cette maison. Et dans l'espace de cette maison, les 2 personnages principaux, la mère et sa fille, vont se cacher dans une toute petite pièce. Dans laquelle, évidemment, c'est à celle-là qu'ils veulent accéder. Donc, c'est une sorte de double cambriolage. Ils viennent déjà de cambrioler la maison, ils veulent cambrioler la pièce la Panic Room qui est dans la maison. Donc, comme utilisation d'espace, c'est fou. Et puis, il y a tout ce travail de caméra qui virevolte là-dedans qui est super. Il y a juste un cinéaste qui aime bien le huis clos dont on a parlé, mais que je voulais mentionner quand même, c'est Quentin Tarantino. Reservoir Dogs est un huis clos. Je l'ai pas noté, mais j'y avais réfléchi aussi. Le principe, c'est que c'est un film de casse dont tu ne vois pas le casse. C'est ça. Et ensuite, comme le casse a merdé, les braqueurs vont se retrancher dans. Là aussi, pour des vraies raisons de budget, en plus, c'est ça qui est très drôle, même les scènes dans la rue. Si vous faites gaffe, il y a ce faux raccord célèbre où en fait il court, ça dure peut-être plusieurs minutes, mais en fait il passe tout le temps devant les mêmes devantures parce qu'ils avaient pu louer que ce bout de rue là où il fait faire croire que ça faisait plusieurs centaines de mètres, quoi. Et chez lui il y a un autre huis clos assez formidable qui est les 8 salopards. Et les 8 salopards, peut-être que là je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure, il y a des moments où Tarantino fait un peu du Tarantino en boucle et on sent qu'il tire un peu à la ligne. Moi c'est celui que j'aime le moins de sa filmo de toute façon, et effectivement il y a déjà ce procédé qui m'agace un peu dans les huis clos parfois d'étirer des scènes et des dialogues qui n'ont pas lieu d'être, et encore plus effectivement quand c'est Tarantino qui adore faire parler ses personnages, et là justement il pousse la corde un petit peu trop loin sans même parler de la fin et tout, mais effectivement Tarantino, bon scénariste du huis clos, et même tu me parlais de Carpenter, mais aussi un petit peu au final Asso, The Thing, voilà, il y a des... bien sûr, d'ailleurs je pense que les 8 salopards d'une certaine manière est un remake ou un clin d'œil à The Thing. En plus il y a Kurt Russell dans les deux. Enfin, et puis il y a la BO de Morricone avec des chutes de la BO de The Thing. Voilà, on rentre dans les trivia très obscurs de nerd là, mais on est... mais c'est 2 films qui se répondent assez bien, The Thing et les 8 salopards. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. John Carpenter est un cinéaste qui aime bien délimiter un petit peu son action. Même New York 97, ça se passe juste sur l'île de Manhattan, mais c'est un lieu unique comme ça. Et puis, pas du tout un huis clos pour le coup, mais... qui est cerclé de murs en plus. Et on peut peut-être passer justement à la partie jeux vidéo. Toi, t'avais été plus circonspect Non, moi j'aime bien d'étendre ça aux jeux vidéo, mais je trouve qu'il y a des jeux qui s'y prêtent très très bien. Bien sûr qu'il y a des jeux qui s'y prêtent très bien, mais si tu veux, comme le jeu vidéo aujourd'hui, c'est quand même faire des mondes ouverts. Ouais, soit des mondes ouverts, soit vivre un petit peu un scénario. Si tu veux, je me disais que même Portal ou Portal 2, c'était des trucs qui étaient tout le temps où t'étais enfermé, mais où quand même tu traversais tellement d'endroits qu'on pouvait difficilement appeler ça un huis clos. Et puis au fait, en y pensant, je me suis dit, mais les tout premiers jeux vidéo, c'était par définition des huis clos. Ouais. Puisque tout se passait sur ton écran et que tu ne sortais pas de ton écran. Et à part certains, peut-être où effectivement tu pouvais passer de la droite vers la gauche. Il y avait le côté, c'était pas complètement fermé, mais effectivement tu parlais pour rire, mais au final Pac-Man... C'est ça, il y a littéralement des limitations tout autour et tu te balades dans cet univers-là. Qui me vient Bubble, je pense, pareil, tu peux pas aller de la droite vers la gauche, c'est un peu de la même façon. Absolument. Tu restes dans ce cadre carré là. Et le jeu du serpent auquel on jouait sur Nokia, qui est au fait un des premiers jeux, hein. Moi je l'avais. Alors je suis complètement nul parce que j'avais prévu des petites images et j'ai complètement oublié de vous les passer. Donc là effectivement vous avez 12 hommes en colère, tout à fait, dont on parlait tout à l'heure. On a vu, et en gros vous avez l'action
c'est ça, c'est-à-dire Ouais. cette pièce-là, et ça joue aussi sur ce côté-là. Effectivement, il fait très chaud, ils sont tous dans une pièce, ils sont obligés d'aérer, etc. Donc il y a vraiment un côté pression, tout le monde veut sortir, tout le monde en a marre. Enfin, ça rajoute effectivement à l'action. Je vais essayer de les passer un petit peu vite. D'ailleurs, effectivement, vous connaissez. On ne présente plus. On est dans les conduits. Panic Room, effectivement, qui est vraiment pour le coup un Fincher moins connu, je pense. Ouais, alors mineur, oui, mais ça reste un film Fincher, donc qui est génial. Voyez-le. Et puis cette image est formidable parce que, en fait, c'est Jodie Foster, hein, je me trompe pas. Oui. Elle est en train de faire, elle est à la fois l'héroïne de l'action et elle est en train de faire exactement ce qu'on fait de nous, c'est-à-dire explorer l'espace à travers des écrans, quoi. C'est quel génie. Très belle mise en abîme, c'est incroyable. Buried, effectivement, on a un passage avec un serpent, un scorpion, j'avais pas trop à voir, mais effectivement, et c'est vraiment les deux, hein. circonscrit à ça. Et ils ont pour la prod, les décors n'ont pas coûté cher, mais il y avait énormément de cercueils différents. C'est vrai que c'est assez marrant. Il y a juste un cercueil et la caméra qui est plaquée vraiment sur lui, comme ça. Le making of, c'est sympa. Et donc on arrive au jeu vidéo et on parlait effectivement. Alors il y a eu Pac-Man, il y a eu les anciens jeux où effectivement l'idée même de sortir de l'écran était un peu compliqué à faire techniquement. Et je pense qu'il y a un genre qui symbolise très bien ça pour le coup en jeu vidéo, c'est le survival horror, où on aime bien nous mettre dans des maisons, des endroits réduits qui font peur, mais en même temps avec des passages secrets, des trucs à explorer, des portes à déverrouiller, et ça fonctionne très très bien. Alors là c'est la version même pas Rebirth GameCube, mais la version remastered HD qui est dispo sur toutes les consoles actuelles. C'est le premier Resident Evil. C'est le premier effectivement dans le manoir. Alors le 2 fonctionne aussi très très bien pour ça. On est la plupart du temps dans le commissariat. C'est vrai qu'il y a des phases, pas le film, hein, que j'ai aussi. Et oui, le 2 se passe majoritairement dans le commissariat. Alors après, on en sort aussi un petit peu, mais en majorité c'est ça. Ça reprend aussi pas mal le format du premier, qui là encore se passe dans le manoir. À la fin, on finit dans un laboratoire. Vous inquiétez pas. Tout va bien, comme d'habitude, mais le survival horror aime beaucoup ça. Est-ce que dans les versions remaster, ils ont gardé le principe des portes, où on s'approche de la porte à chaque fois qu'on ouvre une porte, tu sais? Alors, parce que ça me faisait péter un câble. Je ne pouvais pas jouer à Resident Evil parce qu'il y avait trop de portes, quoi. Et moi j'adore. L'action ouvrir une porte où tu te rapproches comme ça de la porte. Transition de merde. Alors dans le 1, alors pour le coup, dans ce remaster là que je montrais du 1, si ils l'ont gardé. En revanche dans ceux-là où c'est plus du tout des décors caméra précalculée, c'est vraiment caméra à l'épaule et tu suis derrière. Là ils ont enlevé ce truc là et je trouve que ça perd un petit peu de... Moi j'aimais bien ces animations de portes. Et surtout qu'en plus chaque porte était un peu différente, ça donnait aussi un peu du cachet. Et effectivement, alors après on peut remonter aussi dans les jeux plus vieux. J'avais noté, ça c'est plus pour les connaisseurs, mais moi j'aime beaucoup, même si je n'y ai pas joué, il y a ce Clock Tower qui est pareil, qui est je sais même plus sur quelle console c'était sorti, mais où c'est littéralement un mélange entre point and click ou survival horror, où j'ai une petite fille qui n'a pas trop de quoi se défendre, et à tout moment il peut y avoir en gros le boogeyman qui arrive et qui a une énorme paire de ciseaux et qui peut sortir de n'importe où. Et donc l'idée c'est de se cacher, parce qu'on peut pas vraiment se défendre, donc tu te planques sous ton lit, dans une armoire, quelque chose, et tu dois attendre qu'il veuille bien s'en aller. Et t'es pareil, t'es dans un manoir, avec encore beaucoup de passages secrets d'ailleurs, etc. Ça me fait penser que je n'avais pas noté, mais au Castlevania, pareil, où tu vas dans le château de Dracula. Alors là encore, voilà, tour de passe-passe scénaristique, c'est-à-dire t'es dans un château qui est théoriquement fermé, et tu passes par des endroits, des environnements hyper différents. Il est connecté aux enfers. Ouais, voilà. Je suis en train de penser à un jeu là dont j'arrive pas à retrouver le titre. C'était sur PS4 et c'était un jeu qui ressemblait énormément à Heavy Rain, sauf que c'était un survival horror et ça s'appelait... Tu vois ce que c'est que Heavy Rain ? Oui. C'est un truc qui ressemblait vraiment beaucoup à un film. Oui. Ils ont adapté exactement ce même truc en jeu vidéo horrifique. Et ça s'appelait, si je te le retrouve, je te dirai ça. Mais... J'ai Until Dawn en tête, mais pour voilà, c'est ça. Mais c'est pas tellement un huis clos, c'est plus un... Non, il y a une maison qui est centrale, voilà. Mais il y a des mines, il y a un autre... il y a un asile. Un vieil asile, il y a des passages dehors, etc. Mais effectivement, ça se rapproche quand même pas mal. Donc le survival horror, effectivement, gros pourvoyeur. Même le premier Alone in the Dark, évidemment, qui a beaucoup inspiré Resident Evil. Et j'ai vu que récemment, il y en avait un qui était sorti, que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui s'appelle Visage, et où c'est un peu pareil. En fait, on arrive dans une maison un peu
là où il s'est passé des meurtres, des choses un peu inquiétantes, et même Pity, si vous avez eu l'occasion de le faire, donc le playable trailer, donc le trailer jouable pour le Silent Hills qui n'a pas existé, c'était littéralement ça, dans le sens où c'était vraiment une boucle dans un couloir d'une maison, et à chaque fois avec des scripts qui se déclenchaient, et donc il y avait une forme maléfique qui apparaissait, mais on pouvait pas faire grand chose de plus que de enchaîner les tours dans ce couloir qui se répétait un peu à l'infini, et clairement on était là-dedans. Et ensuite, moi il y avait des jeux dont effectivement j'avais parlé la dernière fois, en plus il s'avère, et qui reprend un petit peu ça. Et alors tous les jeux qui sont entrés dans la vague justement dont je parlais, Walking Simulator, donc les point and click un peu renouveau, avec assez peu de gameplay, mais où on va chercher beaucoup sur l'écriture et les documents qu'on va pouvoir trouver par-ci par-là, quoi. Donc il y a eu Gone Home qui avait lancé ça, où c'était justement tu arrivais dans ta maison qui était déserte, où ta famille était partie, et tu te baladais dans la maison pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé et d'en apprendre un petit peu plus sur les personnages en se baladant là-dedans. Et celui que je vous ai mis en image, c'est celui dont j'avais parlé la semaine dernière, qui s'appelle What Remains of Edith Finch, où c'est une maison comme ça, un peu toute guingois, brinque-ballante, avec vraiment des choses qui ont été rajoutées comme ça, un peu à l'arrache, et qui en fait symbolise des personnages, des membres d'une même famille en fait, qui vivaient là-dedans, qui sont tous morts. Il y a une espèce de malédiction sur cette famille où ils finissent par mourir dans des accidents un peu bizarres, voilà. Et en fait, on se balade dans la maison en découvrant via des mini-jeux ce qui est arrivé à ces personnages et chacun leur histoire. Et c'est très très chouette, autant au niveau du gameplay. Il y a Otex qui nous fait des bisous. Des bisous à Otex. Mais oui, des bisous à Otex qui a installé sa PS5 ce soir. Bravo. Ce petit vénard, c'est vrai que j'ai oublié de le parler en intro. Taligo, va. Peut-être que vous êtes en train de faire la même chose ou pas. Nous, non. On attendra un petit peu. On attend comme des clodos. On attendra un petit peu pour ça. Moi, je suis pas pressé du tout, donc il n'y a pas de problème. Ah, mais si, moi il me tarde quand même de voir une avancée technologique dans le jeu vidéo. Si, bien sûr. En plus, à chaque fois qu'une nouvelle PlayStation sort, on sent vraiment le décalage avec la console précédente. Donc, Mais en fait, j'étais en train de me dire que, si tu veux, ce qui est très... la raison pour laquelle le jeu vidéo est très propice au huis clos, c'est que souvent, même peut-être tout le temps, j'y ai pas réfléchi, le jeu vidéo est quand même fait d'un seul plan. Oui. C'est-à-dire que c'est pas comme au cinéma où tu peux couper et puis il y a une ellipse et tu te retrouves dehors, etc. Ce qui va te couper souvent, ça va être les cutscenes en fait, ou les cinématiques, oui, les cinématiques, les chargements en fait. Ouais, ou le fait de passer d'un niveau à l'autre, un temps de chargement, etc. Donc, puisqu'il faut que tout soit souvent d'un seul tenant, t'as des lieux uniques et souvent en intérieur. Si tu penses à Doom ou à Wolfenstein et tout ça, enfin, c'est des trucs qui se passent tout le temps de manière très confinée. Oui, de toute façon c'est un grand classique d'aller dans un endroit et puis de se rendre compte qu'il y a des choses plus que ce qu'on ne pensait au premier abord. Voilà. Ce qui rejoint un peu aussi un deuxième thème qui est beaucoup, je pense, qui aime beaucoup le jeu vidéo par rapport à ça. On a parlé un petit peu déjà, mais le point and click et le jeu à énigmes d'une manière générale, c'est vrai que ça se prête quand même pas mal. On arrive dans une maison, il y a beaucoup de choses à explorer. Je pense à Maniac Mansion qui faisait partie. Voilà. On fou, ça. Le mec m'a parlé de Maniac Mansion qui a réveillé un chromosome dans mon cerveau, mais le mec, j'y jouais, je pense que t'étais littéralement pané. C'est possible. Et pour le coup, ça fait partie des jeux LucasArts, parce que c'est les jeux, les point and click LucasArts à l'ancienne, donc Monkey Island, les Indiana Jones, Day of the Tentacle et celui-ci. Qui sont tous des miracles, hein. Il faut vraiment tous y jouer. Et Maniac Mansion, depuis que tu m'en as parlé, j'essaye de retrouver si je l'ai fini ou pas. Et en fait, je sais que je suis allé très très loin dans ce jeu, mais je crois que je l'ai jamais réussi à le finir. Très très balèze, très balèze. En plus, c'était des énigmes un peu tirées par les cheveux souvent. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Et puis tu rencontres des espèces de tentacules qui parlent et tout. C'est génial. Et j'ai envie d'y rejouer du coup maintenant à Maniac Mansion. Il y a même tout un tas pour finir, même de jeux maintenant qui sont un peu de l'escape game aux jeux vidéo en fait, avant que l'escape game se développe, mais où des jeux à énigmes. Il y a toute une série de jeux sur mobile qui est aussi passée sur PC qui s'appelle juste The Room, où je crois que l'objectif c'est littéralement d'un point and click, effectivement l'objectif c'est de chercher dans le décor des choses qui peuvent te permettre de sortir de la pièce avec chaque fois des énigmes différentes, et voilà, dès que vous faites un escape game finalement c'est un peu ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Moi je suis allé tester ça récemment, j'ai fait un escape game virtuel sur le thème de
Assassin's Creed. Un escape game virtuel. Tu sais, c'est le truc où tu es en réalité virtuelle, t'as un casque. Et tu vas là-bas quand même? Tu vas chez les gens qui sont un petit peu équipés. Donc une espèce de salle de jeu, voilà, donc ma femme et moi on y allait, on nous a installé des casques et on a fait un escape game Assassin's Creed qui devait être, à mon avis, une sorte de spin-off de truc en Égypte, Origins. Et c'était assez sympa, ça marche vraiment comme un escape game, c'est assez drôle. Donc tu te balades dans un espèce d'environnement qui bouge, qui change un peu à la Cube, justement, et faut que tu trouves la sortie, c'est assez cool. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour brièvement. On pourrait évidemment être plus long, on n'a pas pu citer tout, c'est pas en plus on a une transition dedans. Et oui, parce qu'on va vous parler maintenant d'un truc qui est à la fois un film en huis clos, un jeu vidéo en huis clos qui est assez génial aussi, et qui est notre deuxième thème, qui est la saga Alien et la saga Predator. Qui est cette petite bébête. Voilà. De retour donc chez vous, sur vos écrans, grâce à Amazon Prime Video, qui ont l'intégralité donc des deux sagas, la saga Alien et la saga Predator, à l'exception, on ne sait pas pourquoi, de Alien vs Predator Requiem, dont le titre... Et c'est bien dommage. dont le titre ne cessera jamais de me faire rire. Requiem. Les mecs, ils invoquent Mozart, quoi. Je te laisse enchaîner et pendant que j'essaie de faire un petit changement. En gros, les deux sagas ont leurs fans, mais les deux sagas racontent à peu près la même chose, c'est-à-dire des équipes d'êtres humains qui sont confrontés à un extraterrestre fou, un extraterrestre monstrueux, une créature démoniaque, une horreur qui va les décimer un par un. Sauf que l'un se passe dans l'espace, c'est Alien, il ne se passe jamais sur Terre, et l'autre se passe sur Terre, c'est Predator. C'est deux sortes d'invasion, c'est-à-dire c'est littéralement l'invasion au départ dans le vaisseau et potentiellement vers la Terre, hein, c'est ce qu'on nous présente comme menace, quoi. Et puis l'autre c'est effectivement directement sur Terre, mais dans un espace un peu loin de tout quand même. Exactement. Et donc en gros la saga Alien a été initiée en 1979, je crois, par Ridley Scott. C'est ça. Avec un premier film qui lui était son deuxième film, c'est son deuxième film après les Dualistes. Donc c'est le numéro 1 de la saga Alien. C'est une équipe de 7 bah oui, puisque le film s'appelle Le 8e passager, bien joué, oui, bravo. Oui. Donc c'est une équipe de 7 astronautes qui... c'est des ferrailleurs de l'espace en fait. Ouais, ils sont sur un espèce de cargo commercial qui rentre sur Terre. Et ils reçoivent un message d'alerte d'une planète proche sur laquelle il y aurait quelque chose qui leur lance un signal de détresse. Donc ils vont sur cette planète chercher et ils ramènent malgré eux un parasite qui va grandir dans leur vaisseau et qui va les massacrer, un alien. Et donc ce film a eu 3 suites. Parce qu'on va pas parler de Alien vs Predator. je pense qu'on va éviter de parler d'Alien vs Predator. C'est trop compliqué. Ce film a eu 3 suites par 3 réalisateurs différents. On ne parlera pas de celui-là. Voilà. Il y a eu ce genre de choses. Mais si, on en parlera peut-être un peu parce que en fait, c'est assez naturel qu'il y ait eu ça. Donc la première suite, elle arrive en 86, c'est James Cameron qui l'a fait. Donc James Cameron, c'est Avatar, c'est Titanic et tout ça. Et on peut déjà le dire, il y a des choses qui est... Maintenant, on crie au scandale quand il y a une série qui est un peu dénaturée ou qu'effectivement, mais c'est pas ce qui était prévu, genre... Typiquement Star Wars, hein, même si on peut ne pas aimer ce qui se passe ou quoi, ou aimer d'ailleurs, mais là on parle quand même d'un film 79 qui est un pur, au final, film de survival avec vraiment une créature contre 7 humains, et vraiment dans un espace clos, un côté vraiment horreur très prononcé, et vraiment c'est faux... il y a le tueur et les proies, quoi, c'est vraiment ça. Et on passe à donc Aliens, la suite, par James Cameron, donc qui sort de Terminator, peut-être qu'il a fait autre chose. Oui, mais ça doit être ça, effectivement. Mais et pour le coup, ça n'a rien à voir, où c'est des Space Marines qui vont sur la planète des aliens pour les dézinguer. Mais il l'a fait à la James Cameron, c'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est quand il y a des bons gros bourrins qui ramènent des bons gros guns et ce genre de et que ça tire dans tous les sens, quoi. Ensuite, en 93, tu as David Fincher avec son premier film, lui aussi,
qui fait Alien 3. D'ailleurs, le 3 est en exposant, donc c'est plutôt Alien au cube, qu'il faudrait dire. Un gros film à problème, en tout cas pour lui. Hein. Oui, une production très problématique, et en 1998, on a le 4e volet de la saga qui est fait par le français Jean-Pierre Jeunet, Alien la Résurrection, qui est un projet qui est passé dans les mains de Danny Boyle, qui l'a abandonné avant que ce soit remis à Jean-Pierre Jeunet. Donc ça, c'est les 4 aliens, et bien plus tard, en 2013, Ridley Scott, celui qui avait réalisé donc le premier volet de la saga, revient aux origines, il fait des prequels, et le premier prequel s'appelle Prometheus. Sauf que, et c'est là où moi je lui en veux un petit peu, et je suis pas forcément le seul, c'est-à-dire waouh, je fais un peu n'importe quoi, c'est que de base, même si, honnêtement, on n'était pas forcément, pas grand monde n'était dupe, mais il a pas voulu le dire que c'était un préquel d'Alien. Ah oui, il y a eu toute une campagne marketing où il cachait le fait que c'était lié à Alien. Mais d'ailleurs, on peut peut-être y revenir là-dessus, c'est-à-dire que quand on voit Prometheus, ça gagne à ne pas être accroché à Alien. C'est vraiment le premier volet d'une autre saga qui ensuite va se rattacher à Alien, mais qui raconte autre chose, en fait. Qui a d'autres intervenants et tout ça. Qui se raccroche à Alien un peu en dépit du bon sens, à mon avis, ou un peu avec les rames, quoi. Et même si effectivement là on a cette image qui fait évidemment penser au premier si vous l'avez vu, avec des bestioles qui pareil s'accrochent au casque, et donc on a un petit peu un peu cette sensation de redite, donc très très vite on se rend compte que t'es un peu foutu de nous, Ridley quand même. Il y a un moment où on voit le lien, on comprend que c'est vraiment rattaché à Alien et qu'on va y venir, c'est vrai. Mais c'est vrai que de base on est plus sur la recherche de d'où venons-nous en fait, quoi. C'est clairement ça, quoi. C'est un peu la quête de Star Trek aussi. Exactement. Voilà. Et donc le dernier film qui existe aujourd'hui et qu'on a eu, c'était en 2017 avec Alien Covenant, voilà. Qui est la suite de Prometheus. Et j'ai mis cette idée. Donc tout ça reste avant la saga Alien. Et je crois qu'à l'heure qu'il est, il nous manque juste un film qui se tournera ou pas pour faire le raccord entre Alien Covenant et le premier Alien de 1979. A priori, il devrait exister, puisque... Ridley Scott, si tu crois sa fiche Allociné, source fiable s'il en est, mais il a 8 projets en cours à peu près, et dont effectivement un Alien Prequel 3, voilà, la suite à Covenant. Et alors pour le coup, effectivement, Covenant qui est le plus récent, qui est juste disponible, hein, j'imagine, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont tout mis, c'est pour pouvoir avoir le droit de mettre Covenant. Qui effectivement qui est un film que j'aime pas forcément beaucoup, mais qui rajoute, qui fait le lien, voilà, déjà d'une façon ou d'une autre, sur la création des aliens et d'où ils viennent, avec un personnage qui est central, qui était aussi dans Prometheus, et qui effectivement nous raconte pour le coup, là où Prometheus essayait de nous le cacher, qui nous raconte pour le coup la naissance de l'alien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voulait savoir? On ne sait pas. C'est vrai que moi, il y a quand même de base, c'est un peu cette forme de vie dont on sait pas trop d'où elle vient, enfin elle a sa planète d'origine, mais à part ça, voilà. Et il y a un côté, j'arrive pas à savoir si j'aime ou j'aime pas, savoir que c'est une création. En tout cas, il y a un défi artistique que je trouve formidable, moi, c'est que Ridley Scott a jamais été très content qu'il y ait des suites à Alien. Il trouve les films assez mauvais d'ailleurs, et il a toujours été contrarié en disant « je ne comprends pas pourquoi les gens sont pas revenus avant ». Puisque quand vous voyez le premier Alien, celui de 79, il y a un moment assez célèbre où on découvre cette planète, et on découvre sur cette planète un personnage, une créature, le Space Jockey, qui est sur une sorte de fauteuil. Oui, alors je l'ai pas en image là, mais c'est un peu après, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est un squelette dont on ne sait rien, qui a une allure très étrange, qui est sur une arme très étrange. On sait même pas si c'est une arme d'ailleurs ou quoi. Donc Ridley Scott a toujours dit qu'il fallait explorer les origines de ce truc-là, et c'est donc ce qu'il a fait dès qu'il a eu le temps et l'occasion de le faire. Il y a une expérience que je vous recommande de faire, que j'ai faite avec un coffret Blu-ray qui existe, et que j'ai pas ramené malheureusement pour vous le montrer, mais il y a un coffret avec les 4 aliens, et pour chaque version, il y a la Director's Cut. Oui. Et il y a je l'ai vu aussi, voilà. Pas en Blu-ray, mais mon coloc l'avait aussi, je les ai tous revus comme ça.
T'as le choix en fait, à chaque fois, t'as le choix entre la version version théâtrale, celle qui est sortie au cinéma, et la version Director's Cut. Et ce qui est génial, c'est que c'est donc 4 artistes, 4 grands cinéastes, qui ont fait l'exercice de style de faire chacun un épisode de cette saga. Et sur ces 4 versions, sur ces 4 Director's Cut, t'as vraiment l'archétype des 4 possibilités d'un Director's Cut. C'est-à-dire que t'as Ridley Scott qui va dire oui, alors moi j'aime bien mon film, mais quand même je suis un petit peu vexé parce que j'ai pas eu le final cut, donc il y avait une ou deux séquences que je trouvais qui marchaient bien, donc maintenant que je suis connu, je peux enfin rendre justice à mon film et les mettre dedans. En fait, quand on voit le film... De mémoire, il y aurait pas grand chose à changer. Il y a très peu, il y a une scène entière qui a été coupée, il y a 2-3 trucs qui ont changé. En gros, moi je trouve que la Director's Cut de Ridley Scott, comme souvent, est moins bonne que le film d'origine. Je trouve qu'il a un jugement un peu bizarre sur ses propres œuvres. Il va y avoir James Cameron ensuite qui dit bah, moi je suis très content du film que j'ai fait, mais si pour les fans, je vous donne tout ce que je voulais faire à la base qui durait 3 heures. Donc il y a une heure de film en plus, c'est un truc de ouf. Ah, mais ça, je l'ai pas vu, pour tout. C'est très très long. Il y a David Fincher qui lui dit bah au fait le film que vous avez vu c'est juste pas mon film, je sais pas ce que c'est, mais moi mon film à moi je vais vous le montrer. Et donc il y a 2 films différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pour le coup, bah en fait il y a notamment là, quasiment un des derniers plans, enfin il y a une chose qui change un peu tout à l'histoire du film, c'est bon, est-ce qu'on le dit ou pas, après tout, enfin la fin quoi. Oui, alors, la fin change, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des énormes péripéties qui vont changer. Et la version de Fincher donne beaucoup plus de crédit à la dimension religieuse. C'est-à-dire que ces pauvres gens qui sont pris au piège d'une prison... Bah, c'est une prison, c'est dégueulasse, le film est sale. Oui, tout poisseux, ouais. C'est dans une prison où il y a cet alien, et certains voient en l'alien une forme de divinité, et deviennent ses dévots, en gros. Et donc cet aspect-là est beaucoup plus mis en avant dans le truc de David Fincher. Et enfin, il y a Jean-Pierre Jeunet, qui lui dit... bah moi j'ai pas vraiment de director's cut à faire hein, parce que je suis très content de mon film. Bon, si vous voulez, je vous ai retrouvé une séquence d'intro alternative et une séquence de fin alternative. Donc voilà, ça fait un director's cut, vous avez qu'à l'appeler comme ça. Donc c'est vraiment 4 director's cut différents, c'est très intéressant à regarder. C'est surtout assez rare, en fait j'ai pas d'autres séries en tête où effectivement il y a eu alors des réalisateurs différents, oui évidemment, mais des réalisateurs de cette envergure-là pour faire surtout qu'en plus qui sont tous plus ou moins, encore une fois, mais quand même au début de leur carrière. Hein, voilà, on l'a dit, Fincher son premier film, Cameron est sur le Terminator, ok, mais Scott c'est pas personne, son premier film est excellent, mais quand même, et Jeunet, je sais, peut-être qu'il sort de Delicatessen ou c'est... il sort de La Cité des Enfants Perdus plutôt. Ouais. C'était presque 10 ans après Delicatessen. Mais c'est avant Amélie Poulain. Avant Amélie Poulain, voilà, c'est avant la consécration mondiale pour lui, quoi, donc c'est hyper intéressant à regarder. Bah, il y avait une autre saga comme ça qui a commencé comme ça avant de devenir autre chose, c'était Mission Impossible. Les 4 premiers Missions Impossibles sont tous faits par un réalisateur différent et pas par des tâcherons, quoi, par des vrais réalisateurs qui en font vraiment une œuvre. Jusqu'à ce que Christopher McQuarrie s'installe dès le 5e épisode et truste la franchise Mission Impossible. Et tu un peu le game, ouais. Et voilà, mais au début c'était ça. Et alors c'est marrant parce que avant de commencer cette émission... tu me disais que tu avais beaucoup d'affection pour Predator, et là, moi, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que pour moi, Alien, c'est vraiment une œuvre avec donc ces 4 épisodes, avec chacun un mec qui fait un film, puis le dieu du truc qui reprend les commandes et qui va raconter les origines, qui est en plus un truc sur la divinité et tout, enfin tout ça est très, très intéressant, je trouve, même si c'est pas toujours réussi. Predator, moi j'ai toujours vu ça un petit peu comme un espèce de gros bloc un peu nanardesque, sympathique mais alors nanardesque. Pour le coup, je le dis, hein, j'ai découvert, et encore sur le tard, je n'ai vu que celui-ci dans cette version-là. Je sais pas si c'est pour le coup une director's cut ou quoi, même pas, hein, je pense pas. C'est le seul que j'ai vu. J'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le Predators avec Adrian Brody et compagnie là sur en mode Battle Royale là, si j'ai bien compris. Et non plus le remake de Shane Black dont je savais qu'il se traînait un peu une réputation avant même qu'il sorte compliqué. Absolument. Donc et parce que ça reste McTiernan, donc le réalisateur de Piège de cristal notamment.
Et moi j'ai encore une fois je retrouve parce que il y a mine de rien pour le coup ça reste de la série B, on va pas se mentir. Je considère pas que c'est au niveau d'Alien non plus, mais il y a pour le coup une vraie intention de mise en scène dans filmer la jungle et dans filmer quelque chose qui est invisible, parce que le Predator c'est ça, c'est un prédateur comme son nom l'indique, et donc il a toutes les armes à sa disposition, c'est-à-dire que dans un environnement qui est en plus tout à son avantage, c'est-à-dire que de base même sans pouvoir se camoufler il a quand même tout ce qu'il lui faut, c'est non seulement il est invisible, mais il a une vision thermique, il a une vision... il triche. Il a des lances téléguidées, il a des explosifs, enfin c'est n'importe quoi, c'est inconcevable qu'il gagne pas, sauf... Enfin si, Schwarzenegger, voilà. Ouais, dommage pour lui, hein, il aurait pu attaquer n'importe qui d'autre, mais voilà, fallait que ce soit Schwarzy en face. Mais pour le coup, malgré tout ça, et malgré effectivement, notamment à la fin, où tout le côté... où il tend des pièges, où il crie dans la forêt, enfin voilà, il y a complètement over the top, même avant, quand eux de base sont en mission commando, encore une fois, qui mènent une mission pour complètement autre chose, et qu'effectivement il y a l'attaque d'un camp où c'est complètement too much, quoi, avec les gros guns comme vous imaginez, quoi. Mais malgré tout ça, je trouve qu'il y a quand même je pense, entre les mains d'un autre, ça aurait pu faire un truc ignoble, je pense, mais vraiment risible au possible. Et là, je trouve qu'on en ressort avec au final quelque chose de beaucoup plus que sympathique. Bah ouais, non, mais t'as bon, raison. Le premier, il faut le dire, est un film, une série B, mais est un film très très efficace. C'est rare que je dise ça, mais vous pouvez le voir en VF, celui-là, ça lui rajoute un petit côté délicieux qui est assez fou. Et, au moment de l'attaque du camp, comme tu dis, il y a des morceaux de Schwarzenegger qui sont tellement fous. Il défonce une porte, il balance un couteau, il plante un mec et il lui fait « aiguise-moi ça ». C'est génial. C'est génial. Et je sais plus quelle est la réplique en anglais, mais juste la première fois où il découvre le Predator sans son masque, bon effectivement on le voit avec cette espèce de petit mandibule, il fait « T'as pas une gueule de porte-bonheur ». J'adore. Et c'était vraiment l'époque où les doubleurs se lâchaient sur les expressions vraiment complètement sorties de leur... Enfin, qui avaient du sens dans un contexte français, mais absolument pas ailleurs, quoi. Et c'était... Voilà. C'est un groupe de militaires, et puis c'est vraiment une autre époque, il y a un groupe de militaires, il y en a un seul d'entre eux qui est latino, ils l'appellent tous Poncho. Trop raciste, les mecs. Des années 80 pour vous, voilà. Ou alors, je sais plus, il y a un moment où il défonce une porte, il bute tout le monde et il fait toc toc. C'est génial, c'est génial. Ah là là, la saveur de ces films. Non, mais c'est vrai. Petite anecdote quand même, c'est Jean-Claude Van Damme qui aurait dû être dans le costume du Predator et qui s'est fait virer du set ou un truc comme ça. Ouais, effectivement. Mais il aurait dû faire ça. On aurait eu à l'époque un duel Schwarzenegger-Jean-Claude Van Damme. C'est quand même culte. Alors moi j'ai vu quasiment tout le reste, puisque le seul que j'ai pas vu c'est le dernier Alien vs Predator. La suite, c'est le même principe, mais en plein Los Angeles, au début des années 90, dans un contexte de guerre des gangs et tout ça. Les latinos en prennent plein la gueule encore, enfin bon, c'est épouvantable, mais on n'est pas sur un nanar, on est sur une suite de série B qui fait le taf et qui est aussi bien que possible. Honnêtement, si vous avez aimé le premier Predator, le deuxième est tout à fait honorable. C'est vrai que pour le coup, autant celui-là, j'avais l'intention de me le procurer dans le sens pour l'avoir, autant le 2, bon, je me disais, faut que je trouve un moyen de le regarder. Ça me va très bien de l'avoir sur ce genre de Exactement. plateforme. Exactement. Moi, ça a été l'occasion de le découvrir comme ça aussi. En revanche, les deux reboots ou remakes, ou je sais pas très bien comment les appeler, donc Predators en 2010 et The Predator en 2018. Là, ça pique vachement parce que Predators, c'est le principe retourné, c'est-à-dire que c'est un groupe d'êtres humains qui vont sur la planète des Predators et donc on retrouve le dispositif du premier, mais à l'envers. On nous les vend comme les pires truands de l'espace, voilà, ou je sais pas quoi, et genre façon Suicide Squad. Et il y a tout le monde qui cabotine dans ce truc, c'est horrible. Il y a Martin Lawrence en roue libre, Martin Lawrence, pas du tout. Laurence Fishburne. Laurence Fishburne, pardon. Ouais. Complètement en roue libre. Il y a Danny Trejo qui en fait des. Ah oui. Adrien Brody qui n'a jamais été un bon acteur, hein. Je veux dire, on se roule tous par terre parce que le pianiste, mais à part ça, il a fait que des conneries, ce mec-là. Okay. Je l'aime bien chez Wes Anderson, mais... Ah oui, chez Wes Anderson, oui, c'est vrai. Alors par contre, on me dit, Jacques Ayral me dit, il faut remplir les verres.
Il faut remplir. Non, mais bien sûr. Ah, voilà. Bravo. Heureusement qu'il y a des gens qui pensent à nous. J'ai fait exprès de le vider pour pouvoir caser ça. Et on peut faire de la SMR presque un peu. Là, je sais pas si vous entendez bien ce petit bruit. N'oubliez pas, Beaujolais nouveau ce soir. Voilà. Sortie de la PS4, mais pas que. De la PS5, lapsus, mais pas que. Il y a aussi des soirées Beaujolais Predators. Et ouais, The Predator, c'était un film de Shane Black et c'est très très mauvais aussi. Pour te dire, le film est sorti en fin 2018. Je suis allé le voir, je crois il s'est envolé de mon cerveau aussitôt. J'ai essayé d'y repenser en me disant, mais il t'en reste quoi de ce film ? Vraiment, il m'en reste absolument rien. C'était mal cousu, c'était lamentable. Pourtant, on adore Shane Black. On adore Shane Black. C'est dommage. D'ailleurs, il y a un lien Predator Shane Black. Il jouait dans le premier. Il a été scénariste. Il est scénariste du premier et il joue un des militaires, effectivement. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles. Donc voilà, Predator, on regarde le 1 et le 2 et puis on en reste là. Voilà. Et on est pas mal je pense là-dessus. On est à 1 heure d'émission. On va finir. Dernier argument pour que tu regardes le 2 de Predator. Il y a un teasing de Alien vs Predator. Oh. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça que quand t'arrives à la fin de Predator 2, tu te dis probablement on va nous faire un Alien versus Predator un jour. Et c'est bon, ça donne un peu de cohérence au truc. Alien vs Predator que je n'ai pas revu depuis que je suis allé le voir au cinéma à l'époque, mais qui est de mon réalisateur nul préféré. Toi qui adore Paul W.S. Anderson, réalisateur de Resident Evil. On y revient. Et de Mortal Kombat. Tout cela est lié de Mortal Kombat, des Trois Mousquetaires, on adore ce mec. De Pompéi. J'adore ce mec. Plein de merde comme ça. J'adore. Mais fait avec passion. Et c'est ça. Universal Soldier, non ? C'est pas lui qui avait je suis moins spécialiste de son début que je confonds complètement avec Roland Emmerich là. Pas bien. Si c'est le cas, pas bien. Voilà, petite tape. Oui, ils sont pas si loin. Il y en a un qui a eu un peu plus de budget qu'un autre à un moment donné. Oui, puis enfin, Independence Day, c'est quand même beaucoup plus à droite que tout ce que pourra faire Paul W.S. Anderson. Si. Et Stargate, mec. Bon, bref. Je pense que j'ai découvert Independence Day beaucoup trop tard et je trouve ce film catastrophique. Bref, enchaînons et on va parler pour le coup beau film. On va changer complètement d'univers. C'est un podcast, une émission sans frontières, sans limite. Et effectivement, on va partir en Écosse. Oui, parce que j'ai longtemps cru que c'était l'Angleterre, mais en fait pas vraiment. C'est plutôt en Écosse. C'est une île au large de l'Écosse dans laquelle ça se passe, effectivement. Il parle des Highlands à un moment donné avec un petit visuel que j'ai trouvé que j'aime beaucoup. Il est très joli. Visuel, effectivement, un très beau artwork. Voilà. Je vais même nous cacher pour que vous puissiez voir ça en cliquant sur ce bouton. Voilà. Et on va parler de The Wicker Man, qui est le film. Alors c'est très dommage en plus parce qu'il y a le DVD qui est là-bas, j'ai oublié de l'emmener. Faut pas que j'oublie de te le rendre d'ailleurs. Qui est pour le coup un film. Alors vous connaissez peut-être le remake qui a été fait au début des années 2000 avec Nicolas Cage, qui a, je pense, ramené pas mal de gens sur ce film-là. Absolument, ouais. Parce que le remake, c'est un des pires films de tous les temps, quoi. C'est un des trucs dont Internet aime le plus se moquer. Et c'est vrai qu'en voyant donc ce film qui est de 74, 73, je sais plus, c'est complètement un film des années 70 et je vois mal comment tu peux retranscrire ça dans un film des années 2000. En plus avec Nicolas Cage, mais c'est vraiment... de l'histoire de base, on va peut-être commencer par là. C'est un flic qui part sur une île effectivement au large de l'Écosse pour enquêter sur la disparition d'une petite fille. Voilà, on n'en sait pas forcément beaucoup plus, à part que ce mec là dès le début on nous le présente comme quelqu'un de très religieux et qui va même lire lire le... C'est terrible, j'ai oublié la Bible. La Bible, mais l'action de manger le corps du Christ. Voilà, c'est terrible. Mon éducation religieuse qui part en fumée. La communion. La communion, merci. La vache, c'était compliqué. Et qui, voilà, on nous le présente, c'est lui qui effectivement dit ça. Donc, de base, quelqu'un de très croyant et qui va sur cette île-là où très très vite, on se rend compte que il y a des choses pas très nettes qui se passent et pas très nettes pour lui encore plus, mais même d'une manière générale. C'est-à-dire que très vite, effectivement, les gens ne connaissent pas cette petite fille, etc. Même sa mère, bon, c'est à peine si elle s'inquiète vraiment. Elle s'inquiète, elle lâche des 3 mots dessus, et très vite on se rend compte que tout le monde se retrouve un peu dans le bar à faire des chants un peu bizarres, et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Tu parlais de comédie musicale la semaine dernière, il y a vraiment de ça. Ouais.
Il y a un côté comédie musicale. Il y a un vrai côté comédie musicale. Il y a toute une série de chansons qui ont été composées pour ce film. Moi j'ai la BO chez moi et on l'écoute souvent. C'est des vraies chansons et d'assez belles chansons en plus. Des chansons polissonnes vraiment. Oui, mais qui sont aussi assez bien composées. C'est-à-dire qu'ils s'écoutent vraiment bien. Donc c'est pas que un film fantastique, c'est pas vraiment un film fantastique d'ailleurs, il se passe rien de surnaturel dans ce film. C'est un peu justement la surprise qu'on attend pendant tout le film. Et au final, c'est vrai qu'on est plus sur une histoire pas de secte, mais vraiment de congrégation vraiment réunie sur un endroit un peu coupé du monde complètement, où ils ont leurs propres coutumes, et c'est là dans le sens où je disais où c'est très années 70, c'est-à-dire on fout tout en l'air. C'est-à-dire que c'est vraiment, oui, il y a effectivement cette éducation religieuse là qu'on connaît très bien, mais nous on part sur autre chose, c'est-à-dire les mecs ils sont là, et ils ont leurs propres coutumes, c'est païen assumé à 2000%, c'est-à-dire qu'effectivement au début on cherchait, techniquement c'est pas encore possible mais on y travaille, on cherche à vous passer des trailers. Et c'est très dur de trouver un trailer de ce film sans nudité, sans personne dénudée, parce que ça fait partie intégrante du truc où effectivement il y a des gens qui copulent le soir devant le pub sur la pelouse voilà, du bled. Il y a effectivement des danses de femmes enceintes ou même d'adolescentes où elles sont nues parce que effectivement communion avec la nature, etc. Les enfants, les garçons dansent autour d'un piquet qui symbolise une forme phallique, ce que les petites filles apprennent aussi de leur côté, effectivement, et les rituels même de crémation, d'enterrement sont complètement différents puisqu'ils croient en la réincarnation, donc on enterre un lièvre à la place d'enterrer le corps, et le corps il va être brûlé ou disparaître d'une façon ou d'une autre. Enfin, on fout tout en l'air en façon années 70 et on fait ce qu'on veut, c'est société alternative, et on a ce personnage qui arrive. Et pour lui, tout est aberrant, tout est, c'est le diable, quoi. Et c'est ça qui est magique avec ce film et avec cette structure de film fantastique, c'est que donc nous, au début, spectateurs, on se met du côté du héros. Le héros qui est un puceau aussi, c'est très important de rappeler, il se préserve pour le mariage. Parce qu'il est fiancé, mais pas encore marié. Exactement. Et donc, il va arriver sur cette île où il y a cette secte hippie, très flower power et tout ça, mais... Et voilà, vous avez l'image, là, c'est pour les processions de la fin du film, mais c'est ça, quoi. Exactement, c'est ces mecs-là, et toutes leurs valeurs, chacune de leurs valeurs, va aller contre les principes moraux du héros. Ouais. Et si bien que, en fait, le film est tellement malaisant, parce que ça joue avec vos propres principes moraux aussi, au bout d'un moment, on finit par se demander de quel côté on est. Est-ce qu'on serait pas plutôt du côté de cette communauté qui a l'air très très chelou, qui a effectivement des divertissements absolument improbables, enfin bon, mais petit à petit, on finit par déserter le héros. On finit par se dire, il est un peu teubé ce mec. C'est vraiment, il y a vraiment ce mélange-là de malaise comédie musicale où le héros est tenté par la fille de l'aubergiste dans laquelle c'est une scène prodigieuse il est dans sa chambre, et elle est là, alors lui il le sait pas, mais elle est à poil dans la chambre d'à côté et il revient viens me retrouver, c'est le chant des sirènes, c'est dingue, c'est littéralement ça, et lui il est là à se torturer l'esprit, non, est-ce que j'y vais pas, et voilà. Et c'est littéralement ça, c'est la rigidité chrétienne, catholique qui représente une certaine partie de l'époque contre cet esprit complètement ouvert et hippie, où on réinvente tous les codes et on fait complètement l'inverse de ce que la société nous dit depuis des années et des années, quoi. Et ce que j'adore dans ce film, c'est que, et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, c'est que c'est un film où la transgression est partout, si tu veux. C'est un film extrêmement transgressif, et tu te dis, mais comment c'est possible que Hollywood, au milieu des années 2000, soit allé chercher un remake de ce truc-là avec Nicolas Cage dans le premier rôle? On peut pas faire ça à Hollywood, c'est pas possible, tu vois. C'est pour ça que je n'ose même pas aller regarder ce truc, parce que l'idée même n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on fait plus ces trucs-là. Ce film-là, c'est un film du studio La Hammer, donc le studio anglais qui faisait tous les films d'horreur, et on l'a pas encore dit, mais le grand prêtre de cette communauté hippie,
C'est Christopher Lee. C'est-à-dire, faut le voir, le mec déguisé en femme avec les cheveux longs et le visage tout blanc. Voilà, le gars c'est Saruman. C'est Saruman, c'est le comte Dooku, c'est Dracula. C'est l'immense Dracula. Bah voilà, lui, il était complètement partant pour faire des trucs transgressifs un peu fous. Il a fait des centaines de films. Ouais, absolument. Ouais. Donc il était super content de jouer dans un de ces trucs-là, mais c'est impensable de croire que tu peux adapter ce truc-là aux États-Unis dans les années 2000, parce que tu vas pas avoir tout ce qui fait la substance de ce film, c'est la transgression, la sexualité, les codes moraux qui sont chamboulés et tout ça. Et c'est bien pour ça que le remake est un désastre complet. N'a aucun sens. Et ça se termine par ceci, c'est-à-dire le Wicker Man en question, qui est cet homme d'osier géant. Qui est le clou du festival dans une scène qu'on va pas spoiler quoi. Une scène qu'on va absolument pas spoiler, mais c'est sans doute peut-être quelque chose, c'est pas la meilleure image que j'ai pu trouver, il fallait une certaine définition, etc. Elle est quand même belle, c'est un des derniers plans du film, voilà. Mais effectivement c'est peut-être l'image que vous avez pu voir si vous avez entendu parler de ce film, c'est vraiment ce qui est mis en avant avec cette image à côté de Christopher Lee et tout, en plus il a les cheveux dans tous les sens, il est excellent comme d'habitude. Pour la petite anecdote, si vous aimez la musique de Radiohead, il y a un clip de Radiohead qui est le clip de la chanson Burn the Witch, qui est un résumé de The Wicker Man en animation. Parce que je l'ai vu ce clip et parfaitement malaisant encore une fois. Mais c'est exactement The Wicker Man en chaude pâte à modeler, je sais plus. C'est ça, c'est The Wicker Man résumé en 5 minutes. D'accord. Et donc Robin Hardy, qui est le réalisateur de The Wicker Man, ça c'était son premier film en 73. Et il a quasiment rien fait d'autre dans sa carrière, il a juste fait une autre commande au milieu des années 80 et un remake qui est à la fois une suite à The Wicker Man qui s'appelle The Wicker Tree en 2010, sur laquelle j'ai jamais réussi à foutre la main. Ça a l'air très très mauvais, mais j'ai quand même très envie de le voir. Et ça ressemble à la mauvaise idée quand même. Oui, ça doit être une très mauvaise idée, mais en tout cas c'est son œuvre à lui, donc il a toute la paternité sur ce truc-là, et il est mort ensuite en 2016, je crois. Donc on a quasiment une œuvre complète avec The Wicker Man et sa suite, qui est introuvable. Mais n'ayez pas peur de ce film-là, de toute façon ça dure 1h20, 1h30, c'est un gros pilote de série en gros, on va dire oui, ça. Et vous pouvez le retrouver au cinéma dès que les cinémas rouvrent, c'est ça qui va être génial. Moi il me tarde de le voir sur le grand écran. Ça fait partie des choses qui sont très très chouettes à découvrir vraiment en salle, et c'est un pur produit de son époque, dans le sens où c'est infaisable aujourd'hui, vraiment. Et c'est en ça que ça reste très 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 intéressant, c'est vraiment révélateur de quelque chose, en plus d'être juste un bon film très malaisant. Et c'est très drôle parce qu'en plus en ce moment je suis en train de regarder, je viens de finir une série sur OCS qui s'appelle The Third Day avec Jude Law et Naomi Harris notamment, qui reprend cette idée de un mec qui va se retrouver sur une île au large de l'Angleterre avec encore une fois un festival, des coutumes, des personnages qui se connaissent tous, une communauté vraiment très restreinte, etc. et des choses très bizarres qui se passent. Et au même moment où quand j'ai écrit mon article sur Gangs of London, j'ai découvert que le créateur, donc Gareth Evans, qui est réalisateur de The Raid, avait fait un film qui est disponible sur Netflix, que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle Le Bon Apôtre, où c'est plus un film d'époque pour le coup, donc début du siècle, peut-être même fin 19e, où c'est un mec qui va sur une île en Angleterre et il va se retrouver au milieu d'une communauté où il se passait des choses très bizarres autour d'une secte et un peu du satanisme, etc. Donc il y a une vraie thématique, c'est très drôle. Ouais, mais il y a une vraie expérience aussi. Moi je l'ai faite, cette expérience d'aller sur une île au large de l'Angleterre où il y avait que quelques dizaines de résidents. Ça tourne vite à The Wicker Man, ça tourne vite à la chelouterie très très bizarre. Faites-le, essayez d'aller à l'île de Sark ou dans les îles anglo-normandes, là, vous verrez que dès que tu réduis la taille de l'île, t'as vite la tête qui tourne. Très anxiogène, très très vite. Et ben voilà, merci beaucoup parce que j'étais très content de. Je suis content que tu aies vu ça. Et allez-vous aussi le voir encore une fois au cinéma, ça est distribué par Lost Film là, ça va être énorme. Moi je suis trop content d'avoir cette occasion de le revoir sur le grand écran. C'est un film super. Très bien, et donc maintenant on va passer à la toute dernière partie, à savoir le sens inverse. Et oui, ça va être à moi de recommander quelque chose à Gauthier. Et tu parlais du fait que tu n'étais pas forcément très calé en Japanimation ou ce genre de choses. Tout à fait, là t'es champ libre. Est-ce que tu as vu Pom Poko ? Je l'ai jamais vu de ma vie, Pom Poko. Tu n'as jamais vu Pom Poko ?
Non, j'ai jamais vu en image. Là, c'est un film d'Isao Takahata, donc le réalisateur du Tombeau des Lucioles, des Contes de la Princesse Kaguya. Super film. Les deux sont des excellents films, je trouve, et notamment Kaguya. Et là, c'est, je sais plus exactement, j'ai pas noté, fin 80, début 90, je sais plus exactement. Enfin, c'est un film studio Ghibli, évidemment, on reconnaît la patte. D'accord. Sur un clan de Tanuki. Donc qui est cette qui sont très mignons, cette espèce de raton laveur japonais mythologique qui n'existe pas. Si vous avez joué notamment à Super Mario Land 3, Super Mario Bros 3, oui. C'est le costume de Tanuki, c'est celui qui permet de voler. Oui, avec le c'est un personnage, c'est un animal qui n'existe pas, mais qui est très répandu dans la mythologie japonaise. Et donc là, on est sur un clan de Tanuki qui vit dans une forêt au large d'une grande ville, c'est contemporain. Et effectivement, sa forêt est menacée de destruction par une entreprise en gros de BTP qui veut la raser pour faire autre chose, et donc eux essayent de se défendre contre ça, et en fait ils ont des pouvoirs de transformation, c'est-à-dire ils peuvent prendre n'importe quelle forme grâce à leurs testicules magiques. Ah c'est bon ça. Qui peuvent étirer à volonté, c'est-à-dire ils se prennent l'entrejambe et ils font wouh, et ils se transforment et ils peuvent combiner leurs pouvoirs les uns entre les autres et créer des choses un peu en tout genre. Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je vais le revoir aussi, j'en profite, une très bonne occasion de le revoir. Il est disponible sur Netflix comme tous les Ghibli, et il y a évidemment ce côté très mais pour le coup Ghibli plus Miyazaki, même si Takahata est beaucoup plus réaliste et naturaliste que peut l'être Miyazaki, mais là pour le coup ça part vraiment dans le fantastique, mythologique, transformation à gogo, et voilà. Bon. C'est de mémoire un film très très drôle et très mignon en même temps. Bah écoute, je regarde ça aussi vite que possible, et on en parle la prochaine fois. Tu m'as dit où il était disponible ? Sur Netflix. Netflix. Bon, bah, Netflix. C'est un Ghibli. Tout facile. Donc, voilà, Pomme Poco. Ok. Comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Voilà. Oui. Bon, bah écoute, parfait, je suis très content moi de découvrir tout ça, c'est super. On est arrivé au bout de cette émission. On vous donne bien sûr rendez-vous dès jeudi prochain pour l'épisode 3. On ne sait pas encore sur quoi on va le faire, mais on va bien évidemment on va finir cette bouteille, on va trouver. Voilà, ça va. Très souvent, ça se décide dans les quelques minutes qui suivent, en descendant au parking ou voilà, juste après en discutant. Mais d'ici là, vous allez avoir largement de quoi vous occuper sur cette chaîne. Puisque l'ami Otaksu avait prévu d'abord de recevoir sa PS5 courant de semaine prochaine. Il a pris des congés exprès pour tout vous dire. Finalement, il l'a déjà dès ce soir, donc vous aurez le droit dès peut-être pas demain, je ne sais plus exactement, mais au moins dès ce week-end et lundi, mardi soir à minima, et les jours qui suivront, donc pendant la journée même, des streams à tout va de PS5, donc avec de mémoire, il y aura du Demon's Souls où vous allez pouvoir voir Otaksu mourir dans d'atroces souffrances, peut-être d'Astro's Playroom, pourquoi pas, voilà, le jeu de plateforme, du Spider-Man un petit peu, l'original et le Miles Morales, qu'est-ce qu'on a aussi sur PS5, du Devil May Cry, voilà, tout un tas de choses que vous présentera Otaksu en temps et en heure. Dès samedi, voilà. De toute façon, si vous suivez sur les canaux habituels, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Discord et nos alias respectifs, eh bien vous aurez tout ce qu'il vous faut pour être au courant. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon bon Gauthier, sur les réseaux sociaux ? Moi, mon Twitter, c'est Gauth, G-A-U-T-H. Jorgensen, mon nom de famille, voilà. C'est très très compliqué, mais il est inscrit là. Il est en bas, The Goat, comme on l'appelle. Exactement. Et sinon sur Facebook, je marque beaucoup de conneries sur Facebook. Viendez sur mon Facebook. J'arrête pas d'écrire des bêtises. Et suivez-le si vous pensez qu'il n'y a jamais rien à la télé ou même sur les plateformes. Il arrive toujours à vous dénicher un film. C'est un film par jour en ce moment. En ce moment, c'est un film par jour. Et parce j'essaie de recommander un film par jour. Il faut le dire aussi, il y a de très très bons. Il y a de très bonnes programmations ciné en ce moment à la télé. D'ailleurs, en ce moment même, il y a Zodiac sur TF1 Film. Qu'est-ce que vous faites à nous regarder ? Regardez Zodiac, quoi. Des meilleurs features, 3 heures. En plus, vous pouvez reprendre au début, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en deuxième partie de soirée, sur Chérie 25, il y a Le Prestige de Christopher Nolan. Enfin bref, tous les jours, il y a d'excellents films à la télé. Donc ça vaut le coup d'aller checker. Absolument.
J'en place une pour Otaksu et Menro, nos compères qu'on salue et qu'on embrasse, bien sûr. Bien évidemment. Venez nous retrouver autour d'une bonne bouteille comme ça. Voilà, un bon Beaujolais, il n'y a pas de problème. Et quant à moi, ce sera dès mercredi soir prochain pour mon petit stream maison ici même. On jouera sur Hyrule Warriors pour changer, donc le préquel de Breath of the Wild en version mousseau. On va défourailler du monstre, du gobelin par centaines, ça va être sympa. Et bien voilà, nous allons tranquillement vous laisser votre fin de soirée. On vous dit à la semaine prochaine, et évidemment toute la semaine, on vous l'a dit tout le week-end sur cette chaîne. Et des bisous. Big up. Tchuss.